À notre époque de communication instantanée et de médias de masse, les personnes qui parlent souvent au sujet de l'islam possèdent très peu, si ce n'est aucune compréhension sur la richesse de son histoire, mais aussi sur ses textes sacrés ainsi que sur la diversité qui existe au sein de l'islam. Malheureusement, les médias laissent souvent parler les terroristes musulmans au nom de tous les musulmans. Ceci est aussi crédible que de laisser les croisés, l'Inquisition ou bien les terroristes chrétiens d'Irlande du Nord parler au nom de tous les chrétiens. Ce qui est très souvent esquivé dans le débat contemporain est que l'islam est en réalité très proche du judaïsme et du christianisme. Les seules choses que les gens voient sur l'islam, c'est ce qui se passe en Afghanistan ou ce qui s'est passé pendant la guerre du Golfe ou alors en Tchétchénie ou dans d'autres endroits. Les médias décrivent toujours l'islam d'une manière négative. Par exemple, on voit toujours des musulmans se battre, etc. Mais lorsque les gens seront confrontés à la réalité du message de l'islam, je suis sûr qu'ils l'accepteront. Voici l'histoire de l'émergence du monde moderne telle qu'elle n'a encore jamais été racontée. Une perspective nouvelle qui montre comment la civilisation s'est propagée à travers le monde. Depuis l'aube de l'humanité et l'apparition des premières cités et des premiers empires, jusqu'à la croyance en un Dieu unique. Nous allons suivre l'avancée des peuples originaires du Proche-Orient. Une région extraordinaire qui, pendant des millénaires, a constitué un lien vital entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Un carrefour économique, scientifique et culturel. Accompagnez-nous dans cette odyssée fabuleuse. De l'Orient à l'Occident. Damas, en Syrie. Dans la grande mosquée des Omeyyades, c'est l'heure de l'appel à la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ce rituel immuable se répète 5 fois par jour depuis 1300 ans. C'est l'appel qu'entendent partout dans le monde les croyants d'une des 3 grandes religions monothéistes, l'islam. Il témoigne de la force inaltérable du message spirituel du prophète Mahomet.
Mais il se fait également l'écho d'une autre grande tradition musulmane. La volonté de découvrir et d'expliquer rationnellement le monde. La passion pour la science. Voici l'histoire de la contribution de l'islam médiéval à la civilisation. Alors que l'Europe traversait sa période la plus sombre, les musulmans ont rassemblé toutes les connaissances alors disponibles, créé de grands centres d'enseignement et jeté les bases de la science moderne. C'est la découverte de l'immense savoir accumulé au cours de l'âge d'or islamique qui permit à l'Occident d'entamer la révolution que nous appelons la Renaissance. Le Victoria and Albert Museum de Londres a été construit au XIXe siècle. L'Europe était alors à l'apogée de sa domination coloniale. Ces grandes œuvres d'art, dont on ne voit ici que des reproductions, révèlent une certaine vision de la montée en puissance de la culture occidentale, dont la suprématie a fini par s'imposer au monde. Elle reflète chaque étape de l'avancée de cette civilisation, dont l'approche rationnelle et humaniste est née et s'est développée dans l'Antiquité avant de s'éteindre. Selon la tradition occidentale, c'est l'Europe moderne qui a redécouvert ses racines au moment de la Renaissance. Une des plus grandes œuvres d'art de l'époque est parfaitement révélatrice de cette interprétation de l'histoire. Cette fresque réalisée par Raphaël pour le Vatican est tout à fait emblématique de ce que les Européens pensaient de la Renaissance. Elle s'intitule « L'école d'Athènes » et on y voit les grands philosophes discutant du sens de la vie. D'importantes personnalités de l'époque se sont glissées dans la peau de leurs ancêtres grecs. Raphaël a pris les traits du peintre Apelle. Michel-Ange est Héraclite. Et au centre, Léonard de Vinci prête son visage à Platon. Ce que nous dit cette peinture, c'est que la culture grecque s'est transmise directement à l'Europe de la Renaissance. L'œuvre de Raphaël rend hommage à la créativité intellectuelle qui, durant 1000 ans, a été le sceau de la Grèce et de la Rome antique. 10 siècles avant la naissance du peintre italien, les barbares venus du Nord ont brutalement mis fin à la gloire de Rome et avec elle, à la culture classique. Anéanti par la violence des invasions, l'ouest de l'Europe a sombré dans les ténèbres. Le Forum, la principale place de la ville antique, la tribune d'où Cicéron et César s'adressaient au peuple, est transformée en terre agricole. Au XVe siècle, on l'appelait simplement le Campo Vaccino, le pâturage pour vaches. Avec la chute de l'Empire romain, l'Europe a vu disparaître sa culture urbaine et s'est coupée de la philosophie grecque. Cette fresque illustre précisément le désir des contemporains de Raphaël de retrouver cette richesse perdue. Entre les deux époques dépeintes par l'artiste, seul semble exister le temps de l'ignorance. Mais à y regarder de plus près, une autre interprétation se fait jour.
Ce qui est fascinant, c'est ce personnage discret, presque dans le coin, penché sur le dos de Pythagore. Cet homme s'appelait Averroès et c'était un lettré musulman. Sa présence ici est une des très rares indications de tout ce que la Renaissance devait au monde islamique. Cette figure solitaire symbolise le chaînon manquant entre l'Antiquité et la Renaissance. Après la chute de l'Empire romain, qui n'a représenté qu'une parenthèse dans sa longue histoire, le Proche-Orient a échappé aux ténèbres en se soumettant à une puissance nouvelle et dynamique, née dans le désert d'Arabie. Dans le sillage des envahisseurs s'imposait une nouvelle religion, l'islam. En une centaine d'années, les califes de Damas se sont rendus maîtres d'un empire plus vaste que celui de Rome. Au 8e siècle, le monde islamique s'étendait de l'Inde à la péninsule ibérique. Et contrairement aux tribus qui ont déferlé sur l'ouest de l'Europe, ces nouveaux occupants ne manquaient pas de raffinement. Les édifices de la capitale témoignent aujourd'hui encore de la volonté de l'Empire de développer les cultures nouvellement soumises plutôt que de les anéantir. C'est en 706 qu'ont débuté les travaux de construction de la première grande mosquée de l'histoire de l'islam. L'emplacement choisi était l'un des plus anciens sites sacrés du monde. Il y a 3000 ans, c'est ici qu'on sacrifiait des victimes en offrande à Hadad, le dieu tout-puissant. Au 1er siècle, ce site ne représentait qu'une petite partie du gigantesque temple de Jupiter, qui au 4e siècle est devenu l'église Saint-Jean-Baptiste. Et au 8e siècle, celle-ci a laissé la place à la plus grande mosquée du nouvel empire musulman. La mosquée des Omeyyades est symbolique de la place qu'occupe l'islam dans l'histoire des civilisations. Les nouvelles mosaïques et les minarets, réalisés par des artisans chrétiens, se superposent aux structures de l'ancienne église et du temple païen. Tout autour de nous, l'architecture est la preuve que le nouvel empire ne détruisait pas les constructions existantes. Il bâtissait par-dessus, avec un niveau de sophistication supérieur. Et son approche était la même dans le domaine intellectuel. C'est dans son propre intérêt que la nouvelle religion préservait et développait les savoirs anciens. Les fidèles étant tenus de prier 5 fois par jour à heure fixe, il était essentiel de pouvoir mesurer le temps très précisément. On est au sommet du minaret de la grande mosquée. Ce cadran solaire a été construit par Ibn al-Shatir au XIVe siècle. Des cadrans solaires ornaient généralement les cours et les murs des mosquées, car l'heure des 5 prières est fixée suivant la position du soleil. Et pour ça, un instrument de mesure s'avère indispensable. Ce cadran remplit 3 fonctions. Il marque les heures du lever au coucher du soleil, divise la journée en 24 parties égales selon le système encore en vigueur aujourd'hui, et indique l'heure des 5 appels à la prière. Les croyants doivent par ailleurs connaître leur position exacte sur la planète. Il faut pouvoir déterminer la direction de la Mecque, car les musulmans, où qu'ils se trouvent, se tournent vers elle pour prier. Il est donc nécessaire de mesurer le temps et aussi de calculer sa position sur la planète en fonction des mouvements du Soleil, des planètes et de la Lune.
Les efforts déployés pour concevoir ce cadran solaire à partir d'une connaissance scientifique de l'univers étaient donc motivés par la foi de l'homme en Dieu. Les rituels religieux et la nécessité de mesurer le temps étaient déterminants, mais la curiosité intellectuelle l'était tout autant. De nombreux versets du Coran appellent le fidèle à regarder le ciel et à utiliser la raison pour méditer sur le pourquoi de la création, des mouvements précis des corps célestes, des irrégularités, de la symétrie. L'homme est censé réfléchir et comprendre par lui-même ce qui l'entoure. Beaucoup de passages dans le Coran incitent à observer le monde, à s'émerveiller, mais aussi à essayer de mieux le comprendre, car bien des éléments prouvent que son créateur est sage, juste et miséricordieux. Les scientifiques musulmans du Moyen-Âge voyaient dans la science un moyen d'étudier l'œuvre de Dieu sur Terre. Deux siècles après la chute de Rome, ces nouveaux partisans de la démarche rationnelle allaient remettre au goût du jour la philosophie classique tombée en désuétude. Les chefs arabes tenaient non seulement à préserver la culture et les connaissances, notamment scientifiques, des peuples soumis, mais également à rassembler ces informations. Et les premiers à le faire ont été les Abbassides, à Bagdad. En 762, la dynastie abbasside a fondé une nouvelle capitale sur la rive occidentale du Tigre. Baptisée Madinat al-Salam, la ville a cependant conservé le nom de l'ancien village sassanide, Bagdad. Construite selon un plan parfaitement circulaire, autour du palais du calife, elle est devenue la plus grande cité de son temps. Si on était au 8e siècle, c'est à Bagdad que j'aimerais vivre. C'était la ville la plus fascinante de son époque. C'est là que tout se passait. Elle était le centre de l'empire le plus puissant de la planète. Des quantités colossales d'argent étaient consacrées à la culture, au savoir, à la construction d'une ville nouvelle. Ça devait être absolument passionnant. Seuls subsistent aujourd'hui certains monuments. Ces constructions, qui en ont inspiré tant d'autres, dont la mosquée Ibn Tulun du Caire, attestent l'opulence d'une métropole cosmopolite qui attirait les érudits du monde entier. Musulmans, chrétiens, juifs, sabéens, tous travaillaient ensemble. Différentes écoles de pensée collaboraient dans une atmosphère de liberté intellectuelle qui favorisait l'émergence d'idées nouvelles. Dans leur désir de rivaliser avec les grands empires du passé, les califes abbassides et leurs courtisans faisaient venir des savants des quatre coins du monde. Au cœur de la ville intellectuelle se trouvait la bibliothèque royale, baptisée du nom évocateur de Maison de la Sagesse. L'édifice a depuis longtemps disparu. Heureusement, des preuves de son existence subsistent, à près de 5000 km de là, dans la ville d'Oxford, en Angleterre. Les manuscrits conservés à la bibliothèque bodléienne montrent comment les savants de Bagdad ont contribué à sauver la culture grecque de l'oubli. Cet ouvrage est une copie des Éléments d'Euclide, un des ouvrages les plus révolutionnaires de l'histoire des mathématiques. Il a été rédigé à l'époque d'Aristote et de Platon.
On y trouve quantité de diagrammes, bien sûr, puisqu'il traite de géométrie. Pour les autres savants grecs, et même encore aujourd'hui, les éléments constituent une sorte de modèle de science, car ils définissent des principes premiers sur lesquels s'appuyer. L'intérêt de cet ouvrage, c'est qu'il n'est pas en grec, mais en arabe. Il s'agit d'un manuscrit du Moyen-Âge. C'est la copie d'une traduction des éléments effectuée au IXe siècle dans le cadre d'une gigantesque entreprise de traduction. De nombreux ouvrages de sciences et de philosophie grecque ont été traduits à Bagdad du temps des califes abbassides. Ces derniers ont en effet été à l'origine d'une vaste opération de recherche et de traduction systématique des œuvres des grands philosophes grecs. Jamais encore une culture n'avait assimilé aussi massivement les connaissances accumulées par d'autres. Le travail de traduction, dont cet exemplaire des éléments constitue une composante essentielle, était colossal. Il concernait presque toutes les disciplines du savoir grec, les mathématiques, mais aussi l'astronomie, la musique et bien sûr la philosophie. Pour la plupart, les ouvrages d'Aristote, de Ptolémée, de Galien et d'Euclide n'étaient pas disponibles en Europe au IXe siècle. L'activité scientifique et philosophique se déroulait essentiellement dans le monde arabophone, notamment à Bagdad. Les savants constituaient un ensemble de groupes diffus et complexes. À Bagdad, mais aussi partout dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient, ils discutaient de l'actualité brûlante de l'époque. La métaphysique d'Aristote ou les idées de Galien sur la médecine. Les traducteurs de la capitale de l'Empire étaient en train d'élaborer rien de moins qu'un nouveau langage de la connaissance. La philosophie d'Aristote, les travaux révolutionnaires de Galien, l'astronomie de Ptolémée, les éléments d'Euclide, la géométrie de Pythagore. Désormais, ce serait en arabe et non en grec que le monde découvrirait toute cette masse de savoir. Mais ce mouvement n'était pas seulement alimenté par le patrimoine intellectuel grec. Les chrétiens syriaques, les zoroastriens de Perse et même les fidèles des anciens cultes polythéistes y contribuaient également par leurs idées. D'Inde, les Arabes ont rapporté le système de numération moderne et de nouvelles données sur la trajectoire des étoiles. Le travail de traduction a rendu toutes ces connaissances disponibles dans une langue qui pouvait être lue et étudiée partout, du sous-continent indien à la péninsule ibérique. Avec le temps, Bagdad a fini par déléguer son autorité et de nouveaux centres de pouvoir sont apparus. Dirigés par un émir ou un calife, ces derniers ont tous rallié le nouveau courant intellectuel. En 969, la dynastie fatimide s'est emparée de l'Égypte. En moins d'un siècle, elle a bâti une nouvelle métropole sur les rives du Nil. Le Caire est très rapidement devenu l'une des plus grandes villes du monde arabe. Au cœur de la cité se dressait la mosquée Al-Azhar. Ce n'était pas seulement un lieu de culte, mais également une institution dédiée à l'éducation du peuple. L'université existe toujours, ce qui en fait l'une des plus anciennes du monde.
C'est une des plus grandes salles d'Al-Azhar. À l'heure de la prière, elle était remplie de fidèles. Sinon, comme ici, durant tout le Moyen-Âge, les professeurs s'asseyaient au pied des colonnes, entourés d'étudiants. Ils abordaient tel ou tel sujet, expliquaient tel ou tel texte source. Les étudiants les plus calés occupaient en général les premiers rangs. L'enseignement était ouvert à tous. N'importe qui pouvait entrer et s'asseoir pour écouter le professeur. Cette mosquée a accueilli certains des esprits les plus brillants de l'islam médiéval. Les étudiants choisissaient leurs professeurs qui enseignaient toutes sortes de matières. Le droit, le Coran, la jurisprudence, la philosophie, les mathématiques. Certains de ces lettrés étaient très appréciés. Ils attiraient de plus en plus de monde de l'extérieur, de plus en plus d'étudiants, au point qu'ils finissaient par faire cours sur une estrade pour se faire entendre. L'esprit d'émulation, né de la fondation d'Al-Azhar par les nouveaux maîtres de l'Égypte, devait aboutir à la création de nombreuses médersas et universités dans les cours rivales. Ce mouvement s'inscrivait dans le contexte de rivalité politique qui caractérisait alors tout le Proche-Orient. Et le schéma n'a cessé de se reproduire. Dans chaque royaume, principauté ou empire nouvellement créé, les souverains, voire de riches mécènes et de grands généraux, fondaient des mosquées et des médersas. Ils accueillaient et parrainaient des érudits pour qu'ils enseignent dans leurs institutions. Partout dans le monde musulman, des centres d'enseignement sont entrés en concurrence avec Al-Azhar. Celui d'Al-Qarawin à Fès au Maroc a été le premier à voir le jour. Tout autour s'est constituée une véritable ville universitaire abritant de purs joyaux d'architecture. La médersa Bouinania témoigne aujourd'hui encore de la sophistication intellectuelle de l'époque. Je suis le centre du savoir, alors sois mon élève. Tu seras ce que tu souhaites, respecté et cultivé. Ordonne sa construction, finance-la, défends-la et préserve-la. Sois loyal et aimable. Le bandeau fait le tour de la médersa. On le retrouve à l'intérieur de la mosquée et il se termine ici. À Bouinania, les étudiants étaient logés et nourris gratuitement jusque dans les années 1960. Cela faisait partie d'une approche de l'enseignement qui s'est imposée des siècles durant dans tout le monde musulman. Au Moyen-Âge, ce dernier était une gigantesque zone de libre-échange dans laquelle les érudits attachés aux différentes cours et universités débattaient toutes sortes de questions. Et les résultats ont été spectaculaires. Cette effervescence culturelle a été propice à la préservation et à la transmission des textes philosophiques anciens. Mais pas seulement. La civilisation arabe n'a pas été que la gardienne de la civilisation grecque. L'intérêt pour l'astronomie, les mathématiques, a également été à l'origine de tout un mouvement créatif. Dès le début du travail de traduction, la pensée arabe s'est engagée dans des voies radicalement nouvelles.
À partir du moment où les ouvrages scientifiques ont été disponibles en arabe, des savants les ont immédiatement utilisés comme base de travail pour développer leurs propres idées. Des mathématiciens ont ainsi apporté des preuves nouvelles. Des médecins ont poussé plus loin les travaux d'Hippocrate et de Galien. Et des philosophes ont développé leurs propres concepts. La philosophie arabe allait donner naissance à un genre nouveau d'intellectuels dotés d'une approche du savoir particulière. Car ces chercheurs ne restaient pas confinés dans les bibliothèques. Ibn al-Haytham, dit Al-Hazen en Occident, enseignait à l'université d'Al-Azhar. Il est le génie fondateur de l'optique moderne, le premier à avoir démontré les propriétés essentielles de la lumière. Pour ma démonstration, je vais utiliser un tube en verre. On voit que la lumière le traverse en ligne droite, ressort par l'extrémité et vient frapper l'écran ici, à cet endroit. Al-Hazen a été le premier à prouver que la lumière se propage en ligne droite. Il a également établi les lois de la réflexion. Voici maintenant un tube réfléchissant. On voit bien que le faisceau lumineux est réfléchi ici, puis ici et encore ici. Il se déplace en zigzag jusqu'au bout. Si je modifie l'angle, la lumière continue à se propager en ligne droite et vient frapper le bas du tube, puis est réfléchie. Puis elle frappe le haut du tube et est réfléchie à nouveau. Elle se propage à travers le tube en zigzagant. C'est exactement ce même phénomène qui se produit dans une fibre optique. Al-Hazen a appliqué ses théories sur l'optique au fonctionnement de l'œil humain. Il est l'inventeur d'un principe extraordinaire qu'il a nommé Al-Bayt al-Mutlim. C'est la chambre noire, camera obscura en latin. De cette fenêtre, on a une jolie vue de l'église. Si je ferme le store, la pièce devient une chambre noire. À travers ce petit trou dans le store, j'obtiens l'image de l'église sur cet écran transparent. Mais elle est inversée. Comme l'a démontré Al-Hazen, la lumière réfléchie par le clocher se propage en ligne droite, obliquement, passe à travers le trou et vient frapper le bas de l'écran. Quant à la lumière réfléchie par le soubassement de l'église, elle va se déplacer en ligne droite, passer à travers le trou et venir frapper le haut de l'écran. Et si je place cet œil devant le trou, je vais obtenir la même image inversée sur la rétine. Le génie d'Al-Hazen a été de comprendre que là résidait le secret du fonctionnement de l'œil humain. Cette découverte, il la devait à sa méthode de travail radicalement novatrice. En testant systématiquement la validité des théories par des expériences dont il publiait les résultats, Al-Hazen et ses collègues arabes ont transformé la philosophie naturelle grecque et ouvert la voie à ce que nous appelons la science. Il a réalisé un nombre considérable d'expériences pour prouver ce que beaucoup considéraient comme évident. Il prouvait tout de manière expérimentale avant de passer à l'étape suivante. Cette méthode est très proche de celle des scientifiques d'aujourd'hui, ce qui fait de lui l'un des fondateurs de la science moderne. Al-Hazen a été l'un des initiateurs d'une révolution scientifique née dans les mosquées et les médersas musulmanes.
Nous devons à ces savants l'invention de la chimie moderne et les termes alchimie, alambic, alcool et alcali. Les ouvrages de médecins, tels qu'Ibn al-Nafis et Avicenne, ont fait autorité jusqu'au XIXe siècle. Les Arabes ont inventé les instruments d'astronomie, qui, plus tard, ont guidé les Européens jusqu'au Nouveau Monde. Ils ont mesuré la circonférence de la Terre et dressé des cartes d'une précision sans précédent. De l'Inde à la péninsule ibérique, se développait un climat propice à la créativité et à l'émergence d'idées nouvelles. Ce n'était qu'une question de temps avant que le reste de l'Europe ait vent d'une telle effervescence. Autour de l'an 1000, l'Europe chrétienne vivait une époque charnière de son histoire. La société commençait à sortir des ténèbres, même si elle ne s'épanouirait pleinement que des siècles plus tard, à la Renaissance. La vie intellectuelle des lettrés, cloîtrés dans leur monastère, était pour le moins encore très limitée. Le titre de cet ouvrage est « De Temporum Ratione ». Il est consacré à l'établissement des dates des fêtes religieuses, notamment Pâques. Ce livre est à la pointe de l'astronomie européenne du début du XIe siècle. Pourtant, par rapport aux œuvres produites au Proche-Orient à la même époque, il semble très rudimentaire. Cet ouvrage n'a rien d'un traité d'astronomie théorique. On n'y parle pas de la trajectoire du Soleil et de la Lune dans le ciel, ni des planètes, ni des étoiles fixes. Alors que les érudits musulmans puisaient à l'envi dans de fabuleuses bibliothèques, leurs collègues européens disposaient d'un nombre de volumes dérisoire. Nos bibliothèques étaient peu fournies. Disons que si une cathédrale possédait une centaine d'ouvrages, c'était déjà beaucoup. Comparé à ce que proposait la bibliothèque de Cordoue de l'époque, 80 000 volumes d'après les sources, c'est un chiffre totalement insignifiant. Un abîme séparait alors la pensée européenne de la science islamique. Et c'est de manière tout à fait inattendue que les deux mondes vont finir par entrer en contact. En 1095, les chevaliers chrétiens se sont lancés dans leur première croisade contre l'islam. Ainsi a débuté une guerre de religion de 200 ans qui, paradoxalement, a abouti au rapprochement des cultures. Les guerriers et les moines emmenaient dans leur sillage des pèlerins que ne motivait pas seulement la foi. Il semble que d'autres gens se joignaient aux croisés. Des gens qui étaient fascinés par les nouvelles perspectives intellectuelles qui s'offraient à eux. Les savants chrétiens revenaient des croisades émerveillés par ce qu'ils avaient pu découvrir de la science arabe. Pourtant, c'est moins en Terre Sainte que dans le sud de l'Europe que ces premiers contacts allaient conduire à un échange ininterrompu d'idées. Les croisés voulaient reconquérir non seulement Jérusalem, mais aussi la Sicile et la péninsule ibérique. Il existait différents points de contact, mais les endroits où s'est probablement produit l'essentiel de la transmission du savoir et de la culture, ce sont la Sicile et l'Espagne.
Ces régions ont été musulmanes avant de tomber aux mains de souverains chrétiens. Et ce que les peuples conquis ont laissé derrière eux a été en grande partie absorbé. L'Espagne musulmane a développé une culture dont les chrétiens n'ont découvert le luxe et la sophistication qu'à partir du XIe siècle. Ces palais célèbrent le raffinement de la pensée islamique, et on peut y lire à livre ouvert. Chaque pan de mur se fait ici l'écho d'un concept philosophique ou d'un théorème de géométrie. Mais un jour, le vent a tourné et toute cette culture a été balayée. En 1085, s'est produit un événement qui allait modifier à jamais le cours de l'histoire. L'entrée du roi Alphonse VI dans la ville frontière de Tolède. Voici la vieille porte de Bisagra, qu'on appelle aussi la porte d'Alphonse VI. Selon la tradition, le roi de Castille et de Léon, qui a conquis Tolède, est entré dans la ville par ici. Cet épisode de la reconquête a sonné le glas de l'Espagne musulmane. Mais il a également été le point de départ du renouveau intellectuel de l'Europe chrétienne. À Tolède, les nouveaux occupants ont découvert un nombre de livres stupéfiants. Quand Alphonse VI s'est emparé de la ville, il est très probable que certains musulmans possédaient leur propre bibliothèque. À ces livres, il faut ajouter ceux qui provenaient d'autres régions d'Al-Andalus. Et parmi ces ouvrages, beaucoup étaient des traductions en arabe d'œuvres classiques et de textes de philosophie grecque. Toute une population de lettrés juifs, chrétiens et musulmans qui parlaient aussi bien l'arabe que l'espagnol veillait jalousement sur ces livres. Tolède présentait ce double avantage. D'un côté, on y trouvait des livres, et de l'autre, des gens capables de les lire et surtout de les traduire. Dès sa reconquête, la ville s'est trouvée au cœur d'une vaste entreprise de traduction de textes arabes en latin. Frustrés par les limites de la vie intellectuelle européenne et désireux d'étudier par eux-mêmes les œuvres célèbres des érudits arabes, les savants ont afflué de tout le continent. Daniel de Morlaix, qui connaît très bien les travaux d'Adalar, raconte qu'il est allé à Paris et qu'il y a trouvé les lettrés extrêmement ennuyeux. Tout ce qu'ils font, c'est s'asseoir devant de gigantesques manuscrits et écrire des annotations dans la marge. C'était, semble-t-il, des livres de droit. Il nous dit aussi « Je suis allé à Tolède parce que j'ai entendu dire qu'on y étudiait le quadrivium, les mathématiques, l'astronomie, l'arithmétique, et je n'ai pas été déçu. » Il était manifestement très enthousiaste. Il a raconté son séjour à Tolède. Et dans son livre, il dit que les Arabes étaient nettement plus clairs dans leurs explications que les Latins. L'ancienne cité musulmane a été à l'origine d'un processus aux répercussions considérables. Grâce à ses traducteurs, les travaux longtemps oubliés des philosophes grecs et les chefs-d'œuvre de la science arabe ont pu commencer à s'imposer en Occident.
En quittant Tolède, les érudits emportaient avec eux un savoir précieux, un transfert de connaissances dont les conséquences seraient immédiates. C'est toute une société à peine sortie des ténèbres qui a pu ainsi entamer un prodigieux développement culturel. Des traces de l'influence musulmane ont été retrouvées à quelques 1300 km de Tolède, dans l'ouest de l'Angleterre. Dans la cathédrale de Salisbury, des symboles ont été découverts. S'ils nous sont familiers aujourd'hui, dans l'Europe du XIIIe siècle, ils constituaient un apport extrêmement novateur. Le chiffre 3 a été gravé sur une poutre du toit dont on sait qu'elle a été installée juste après l'an 1240. À notre connaissance, c'est la première fois qu'un chiffre hindou-arabe a été utilisé dans une construction. Sur la poutre voisine, on trouve un 2. Et sur la poutre suivante, un 4. De l'autre côté aussi, on a les chiffres 1, 2, 3 et 4, chacun suivi de la lettre N pour indiquer le nord. Ces chiffres ont été gravés par les charpentiers pour signaler l'ordre dans lequel il fallait poser les poutres. Le système de numération à 10 chiffres, dont le 0, que l'on juxtapose au 1 pour faire 10, 100 et ainsi de suite jusqu'à l'infini, a été inventé en Inde et adopté par les Arabes au 8e siècle. Très vite, les Européens ont été conquis par la souplesse et la facilité d'utilisation d'un tel système. Les gens ont découvert les chiffres hindou-arabes et leur potentiel, le fait que leur position conditionne leur valeur, qu'un caractère égale un chiffre. C'est normal qu'ils aient substitué ce système à la numération romaine, qui est très lourde, et où il faut jusqu'à 3 ou 4 traits pour faire un chiffre. La numération indienne, qui ne représente qu'une minuscule fraction du savoir introduit à l'époque en Europe, a rendu possible la construction de cathédrales d'une taille et d'une magnificence encore jamais atteintes. J'aime l'idée que ce système était utilisé, parallèlement à des techniques mathématiques beaucoup plus avancées, dans la construction d'une cathédrale gothique comme celle de Salisbury. Et n'oublions pas qu'elle-même a été bâtie selon des théories mathématiques bien plus rigoureuses que celles mises en œuvre dans les églises plus anciennes. Ces lieux de culte résument à eux seuls le processus de pénétration du savoir islamique en Europe. Non seulement ils ont servi de lieu de transmission des connaissances, mais ils sont eux-mêmes le fruit de l'application concrète des nouvelles avancées. Toute une communauté était à l'œuvre dans une cathédrale. Des architectes, des maçons, des charpentiers, des lettrés, les professeurs et les ecclésiastiques. Et tous participaient à un mouvement intellectuel qui devait beaucoup à la science arabe. La nouvelle pensée scientifique s'est peu à peu infiltrée dans les centres européens d'enseignement religieux. Ce faisant, elle a mené à leur transformation. À travers toute l'Europe, des institutions ont vu le jour qui se fondaient sur les principes de l'enseignement laïque hérité des Arabes. Les universités étaient nées. Par leur nombre et l'éventail des domaines abordés, les ouvrages provenant de Tolède ont contribué au réveil intellectuel de l'Europe. Et parmi eux, ce sont les traductions des écrits d'Aristote, dont les originaux étaient perdus depuis longtemps, qui ont eu la plus grande influence.
Les œuvres du grand philosophe Aristote ont joué un rôle crucial dans le développement des universités, car elles parlent de la raison, de la logique et de la nécessité de prouver une argumentation. L'adoption de ces concepts allait conduire à la transformation de la pensée européenne, qui se fonderait désormais sur une démarche rationnelle de l'explication du monde. Mais pour comprendre les travaux d'Aristote, les Européens ont dû faire appel à ceux qui les connaissaient déjà. Le problème avec Aristote, c'est que ses écrits sont extrêmement complexes et qu'on a souvent besoin d'aide pour les interpréter. Ce sont les travaux du philosophe Ibn Rushd, connu en Occident sous le nom d'Averroès, qui ont permis aux Européens de surmonter les écueils de la pensée aristotélicienne. Au moment où les œuvres d'Aristote étaient traduites à Tolède, pas très loin de là, à Cordoue, dans l'Espagne musulmane, Averroès écrivait ses commentaires. Aristote avait la réputation d'être difficile à comprendre, très laconique, succinct. Ses écrits requéraient une interprétation. Or Averroès comprenait Aristote mieux que quiconque. Dans toutes les universités européennes de la Renaissance, les étudiants avaient les œuvres d'Aristote dans une main et les commentaires d'Averroès dans l'autre. D'ailleurs, on appelait souvent Averroès le commentateur. Le philosophe cordouan n'était que le plus illustre des nombreux penseurs vers lesquels se sont tournés les Européens pour comprendre les sciences arabes. Le rôle de ces hommes s'est révélé prépondérant dans la mutation du continent. Du XIIe au XIVe siècle, celui-ci s'est découvert une curiosité et un dynamisme nouveaux. La reconquête de l'Espagne s'est achevée l'année même où les caravelles de Christophe Colomb touchaient aux côtes de l'Amérique. Inéluctablement, le centre de gravité du monde se déplaçait vers l'ouest. Un lieu dont le pouvoir de fascination est resté intact symbolise mieux qu'aucun autre ce bouleversement. Pour ces millions de visiteurs, Florence est le lieu où la civilisation européenne a atteint sa plénitude. Elle est la ville de Dante et de Pétrarque, de Léonard de Vinci et de Machiavel, celle où l'émergence d'idées nouvelles a permis à l'Europe de sortir du Moyen-Âge. Selon la tradition, les maîtres de la Renaissance auraient trouvé leur source d'inspiration dans la Grèce et la Rome antique. En réalité, à ce moment clé de l'évolution européenne, ils s'appuyaient encore sur les géants de la pensée islamique. Ils leur sont même redevables de la plus grande découverte scientifique de l'époque. C'est à Copernic que nous devons la théorie selon laquelle la Terre n'est pas le centre de l'univers. Dans ce livre, Copernic nous dit que le Soleil est au centre et que toutes les planètes, sauf la Lune, sont en orbite autour du Soleil. Cette théorie est illustrée par un schéma qui explique pourquoi la trajectoire des planètes semble parfois correspondre non pas à des cercles, mais à des lignes droites. Nous avons ici un premier cercle, puis un deuxième, dont le centre suit la circonférence du premier. Quant à la planète, elle suit la circonférence du deuxième cercle. La combinaison de ces mouvements circulaires traduit un mouvement rectiligne le long de ce diamètre. Ce diagramme explique une simple illusion d'optique. Un cercle se déplaçant à l'intérieur d'un autre cercle semble se mouvoir le long d'une ligne droite. D'après Copernic, c'est ce que nous voyons lorsque nous observons les planètes.
Cette méthode mathématique, géométrique, Copernic s'en est souvent servi dans son livre pour expliquer, entre autres, la précession des équinoxes et aussi, par exemple, les mouvements rétrogrades de Mercure. Copernic a utilisé cette méthode maintes et maintes fois pour expliquer le système solaire. Or, le concepteur de ce modèle fondamental, ce n'est pas lui, mais un savant musulman. On appelle cette méthode le couple d'Al-Touzi parce qu'on la doit à Al-Touzi, un astronome arabe du XIIIe siècle. Al-Touzi travaillait en Iran. Si l'on compare son schéma à celui de Copernic, sa contribution à la science européenne saute aux yeux. Personne ne sait si Copernic avait entendu parler de l'astronome musulman. Ce qui est certain, c'est que les deux modèles du mouvement des planètes sont très semblables. Seul change la position de la Terre et du Soleil. La découverte de Copernic est révélatrice de tout ce que notre connaissance moderne des astres doit à des siècles de recherche scientifique islamique. Et l'astronomie ne constitue que l'un des très nombreux apports de la pensée arabe à la Renaissance. Les musulmans ont contribué à l'essor européen non seulement par leurs connaissances scientifiques, mais aussi par leur approche philosophique de la recherche. Parce qu'elle contredisait les enseignements de l'Église, qui affirmait que la Terre était le centre de l'univers, la théorie copernicienne a immédiatement suscité la controverse. Et le débat passionné allait conduire à une conception profane et rationnelle de la connaissance dont l'Occident se croyait l'auteur. Là encore, il se trompait. Des débats célèbres ont eu lieu en Europe sur la possibilité de combiner la pensée profane et religieuse, d'avoir une approche scientifique et philosophique de l'existence tout en croyant en Dieu. Or, la question avait déjà été abordée par les musulmans. Averroès a été le commentateur d'Aristote, mais il est aussi l'homme qui a appris aux scientifiques occidentaux à s'opposer aux tenants du conservatisme. Deux voies, selon lui, menaient à la connaissance, la pensée rationnelle et la révélation divine. Les autorités musulmanes lui ont opposé une certaine résistance. La ligne de défense d'Averroès a été reprise par les chercheurs des premières universités européennes pour justifier l'étude de la philosophie naturelle. Averroès oppose un argument très simple. La philosophie, c'est la recherche de la vérité. Et si Dieu est vrai, alors les deux sont conciliables. Ces idées ont eu une influence considérable en Occident durant des siècles, car elles ont permis de justifier l'existence d'un enseignement à la fois religieux et profane. Les Européens du Moyen-Âge ont découvert chez les philosophes musulmans une approche qui façonne encore la pensée moderne. Il est possible d'expliquer l'univers par la raison, sans pour autant porter atteinte à la religion. Les opposants d'Averroès auraient peut-être dû faire cas de ce que disait un traducteur chrétien. Bien sûr que Dieu régit l'univers, mais comme nous l'apprennent les Arabes, nous pouvons et nous devons étudier le monde naturel. Dans un instant, en passant par Ispahan, Samarcande, Bukhara et le Taj Mahal, découvrons les civilisations qui sont apparues en Asie centrale.